Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette dernière séance de l'état de l'art avant les congés de Noël. Ce soir, nous avons une séance un peu différente des autres, mais parce qu'à projet collectif, organisation collective. Mais ce soir, la séance s'organisera en deux temps. Une première discussion que je mènerai avec Thomas Golsen et Fabien Lacouture autour de perspectives et de ce numéro. Et ensuite, nous donnerons la parole à Eléa Sicre et Marine Nedelec, qui sont deux contributrices du numéro de perspective, qui nous parleront un peu de leur participation, que ce soit des entretiens ou des analyses d'œuvres de l'INHA. Donc tout d'abord, je vais vous présenter Thomas Golsen et Fabien Lacouture. Thomas Golsen est docteur en histoire de l'art et ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome, ancien professeur aux Beaux-Arts de Paris et à la Villa Arson de Nice. Il est maître de conférences en histoire de l'art moderne à l'Université de Lille et rédacteur en chef de la revue Perspective. Et il a notamment publié ces dernières années Par-delà art et artisanat en 2019 et Un Moyen-Âge émancipateur avec Clovis Maillet en 2021. Il a écrit de nombreux articles et organisé des colloques sur l'ornementalité à la Renaissance ou dans l'art contemporain, sur l'anthropologie des images, sur la technique dans l'art actuel ou encore sur l'histoire de la théorie de l'art. Et Fabien Lacouture est aussi maître de conférences en histoire de l'art moderne au département d'histoire de l'art et archéologie de la faculté des humanités j'y arrivais, et rattaché de Lille, non? J'ai pas écrit Lille dans mon tout sauf Lille. Après avoir été programmateur scientifique au Festival de l'histoire de l'art de 2021 à 2024. Récemment, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ses recherches se sont portées sur les représentations du corps, la diffusion et la subversion des normes de représentation des corps, qu'ils soient idéaux ou extrêmes. Il est également coordinateur scientifique de ce numéro qui nous intéresse ce soir, de la revue de l'INHA Perspective, Corps extrêmes. Donc peut-être pour commencer cette discussion, je voulais, avant de plonger dans ce numéro, que l'on puisse parler de la revue en tant que telle, la revue Perspective. Donc Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont ses ambitions au fur et à mesure des numéros ? Merci Lucie. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la revue que j'ai l'honneur de diriger depuis l'année dernière existe depuis 2006. Elle est abritée par l'Institut national d'histoire de l'art. Donc c'est un peu la revue de l'INHA de l'actualité en histoire de l'art. C'est une revue annuelle, donc qui publie 2 numéros par an et qui est à chaque fois centrée sur un thème qui est au cœur de l'actualité en histoire de l'art, au cœur de la recherche. Donc le comité de rédaction composé de personnalités reconnues dans les différents champs de la discipline, depuis l'archéologie jusqu'à l'art contemporain. Eh bien, le comité de rédaction choisit un thème à chaque fois en fonction justement de cette actualité et essaye de couvrir l'ensemble des périodes, essaye aussi de décentrer l'attention qui est parfois en histoire de l'art limitée au monde européen, occidental, disons, en essayant d'avoir des perspectives plus globales. Surtout, disons, la particularité de cette revue, c'est d'insister sur la fabrication de l'histoire de l'art, c'est-à-dire les débats qui existent au sein de la discipline, c'est-à-dire les différents courants méthodologiques également, c'est-à-dire les différentes approches théoriques qui font que l'histoire de l'art est une discipline riche et une discipline qui se renouvelle en permanence. Donc on a cette direction, cette façon de publier des articles, des débats, des entretiens et des recensions aussi d'ouvrages récemment sortis qui justement font vivre ces débats, font vivre ces différentes orientations de la discipline de l'histoire de l'art.
Voilà, donc le numéro Corps extrêmes qu'on va présenter aujourd'hui, c'est le premier dont j'ai été en charge en tant que rédacteur en chef. Donc pour moi, c'est un peu particulier parce que c'est aussi le premier dans lequel j'ai fait un édito, voilà, qui a été écrit dans un moment un peu de panique en juin. Donc peut-être ça se ressentira à la lecture, de panique, je veux dire pas personnelle, mais politique, on va dire. Et donc le numéro qu'on va présenter, il est tout à fait typique de ces orientations générales que je vous ai indiquées. Puisqu'il comprend des articles qui voilà, couvrent un vaste champ chronologique, qui a aussi qui ont une portée aussi méthodologique, une portée historiographique, ainsi que des débats qui montrent voilà, des problématiques contemporaines associées à l'histoire de l'art et aussi à des enjeux de société, puisqu'on considère dans la revue que l'histoire de l'art, c'est pas voilà, un monde isolé qui n'intéresse que les chercheuses et les chercheurs en histoire de l'art, mais c'est aussi une façon finalement, c'est un positionnement par rapport aux enjeux de société d'aujourd'hui. C'est le positionnement de l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'est-ce que l'histoire de l'art peut faire, comment elle peut contribuer justement à nourrir ces débats de société à travers l'analyse des images et à travers l'analyse de l'art. Merci beaucoup Thomas. Et peut-être pour passer aussi un peu la parole à Fabien, revenir, donc c'est le premier numéro dont tu es rédacteur en chef. Fabien était aussi coordinateur, rédacteur invité de ce numéro. Quelle est la genèse de ce thème? Comment en êtes-vous arrivé là? C'est qu'on on finit une année olympique. Est-ce que ça a pu jouer? Voilà, peut-être Fabien, puis ensuite Thomas. J'imagine que vous n'avez pas forcément aussi les mêmes visions de comment c'est arrivé. Alors merci Lucie, merci à toutes et à tous d'être venus. Oui, il y avait cette dimension olympique qui a flotté largement autour de l'INHA cette année. L'idée du tout départ, mais qui a été largement subvertie, était de relier sur le plan thématique ce numéro de perspective avec le thème du festival de cette année, qui était le sport. Et finalement, à la première réunion du comité de rédaction, on s'est rapidement aperçu dans les discussions que ça n'allait pas fonctionner. On peut d'ailleurs, a posteriori, se dire que c'est très bien qu'on s'en soit aperçu, parce que finalement, un numéro sur le sport, maintenant, serait tombé un peu comme un cheveu sur la soupe. Tout le monde en a eu assez vite, enfin tout le monde, presque tout. Enfin bref, voilà, assez vite, ou en tout cas il n'y avait plus l'actualité, justement cette dimension d'actualité qui aurait permis d'avoir ce numéro présent aujourd'hui. Donc à partir de cette question du sport qui a vite été laissée de côté, le sport avait déployer deux axes. Il y avait cette dimension du corps et cette dimension du mouvement. Voilà. Donc ensuite, on a réfléchi. On a plutôt, j'avais plutôt une envie d'aller plutôt vers la dimension corporelle que la dimension de mouvement. Et c'est Thomas je sais pas si tu t'en souviens, dans la réunion du comité de rédaction qui a proposer une sorte d'inversion de quelque chose sur lequel tu avais travaillé, qui était les extrémités du corps, et tu avais proposé cette question des corps extrêmes, voilà, une sorte de miroir inversé, qui finalement là a récolté l'adhésion et des membres du comité de rédaction et des membres du comité scientifique aussi, puisque la revue est organisée avec ces deux comités, et qui moi m'a tout de suite plu également comme axe dans lequel comme axe à investir. Donc c'est à peu près la genèse de ce numéro, en tout cas au tout début. Si tu veux rajouter. Non, on peut juste rajouter que effectivement la préparation, la conception d'un numéro, c'est très long parce que c'est 1 an et demi. Donc quand on avait commencé à en parler, il y avait le festival qui était déjà lancé sur le thème du sport. On savait que c'était ça le thème de l'année qui allait venir, mais on savait aussi que le numéro sortirait après le festival. Et donc ça, c'était un
des facteurs qui nous ont fait pencher vers autre chose. Et puis aussi, on s'était dit que il y avait beaucoup de publications sur le sport en histoire de l'art, mais que c'était peut-être pas un thème assez problématisé et qui pouvait peut-être concerner toutes les périodes. Donc finalement, ça s'est révélé rétrospectivement en ayant vu aussi la programmation du festival un peu faux, parce qu'on a vu dans le festival qu'il y avait eu des interventions sur beaucoup de périodes très différentes. Mais voilà, notre sentiment, c'était d'essayer de trouver un thème plus problématique, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il fasse plus réfléchir sur des questions qui permettent d'engager des réflexions un peu plus générales sur l'histoire de l'art. Donc il nous a semblé que le corps était un de ces enjeux-là. Il y avait eu déjà des numéros dans Perspective sur le corps, mais traités d'une autre manière, par exemple un numéro sur la danse. Et donc là, parler des corps extrêmes, ça permettait de parler évidemment des corps d'athlètes, mais pas seulement les corps d'athlètes, et d'une manière plus générale de parler de la question du rapport à la norme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que finalement un corps extrême. C'était ça qui nous intéressait, comment est-ce que l'histoire de l'art définit l'extrémité, c'est-à-dire voilà, un corps qui va au maximum de quelque chose par rapport à des normes d'une culture, par rapport à des normes d'une époque. C'était vraiment ça l'enjeu général. Et si je peux rajouter, d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que les deux éléments qui rappellent cette origine sportive du numéro, que sont les deux entretiens que j'ai menés, l'un avec Marine qui va vous parler après, et l'autre avec Jean-Marc Huitorel, finalement dérive très rapidement du sport. Celui avec Marine, on en parlera, sur la question du bodybuilding, qui est largement, qui dépasse largement cette question. Et moi j'ai toujours trouvé, en le faisant et puis en le relisant, l'entretien avec Jean-Marc Huitorel, ou quand même, parce que en bon élève, j'essaye de l'orienter, lui qui est spécialiste critique d'art, spécialiste justement des représentations, des liens entre art et sport, en essayant toujours un peu de l'amener quand même, en lui disant le corps c'est important, c'est un élément central. Et puis lui, à chaque fois me disant oui, mais en fait non, quoi. Finalement, c'était donc dans art et sport, il y a bien sûr le corps des sportifs, mais enfin, il y a beaucoup d'autres choses, aussi. Donc on voit bien comment ce thème-là s'est un peu vaporisé comme ça et nous a amené vers d'autres thèmes. Peut-être tu fais une très belle transition à la prochaine question que je voulais vous poser, qui était, donc on a parlé de la genèse, l'objet, la revue dans son état actuel. Est-ce qu'on peut tisser des liens, tirer quelques fils de cette historiographie, de ces perspectives sur le corps extrême qu'elle peut proposer, donc la non-importance du corps dans certains cas peut-être, et je pense que vous parliez de renversement tout à l'heure, c'est tout aussi important. Est-ce que vous voyez d'autres, dans la globalité, je ne sais pas si on a le sommaire. Non, il n'y a pas de sommaire. Bon, il faudra venir le regarder à la fin de la séance. On a quelques numéros, mais dans ces articles, dans les articles que vous avez sélectionnés, dans les débats que vous avez faits, dans les entretiens que vous avez menés, quel fil on peut commencer à tirer de... Il y a vraiment, dans la réflexion qu'on a menée Thomas et moi, cette idée, comme Thomas l'a dit, de canon, de normes, de réfléchir sur la dimension de ce qu'est le normal sur un plan descriptif d'abord, c'est-à-dire une sorte de réflexion statistique. Le normal, c'est ce qui est le plus courant et majoritaire. Et à côté de ce normal descriptif, il y a les anomalies qui sont juste des écarts par rapport à cette norme. Mais encore une fois, telle personne beaucoup plus grande que la moyenne ou autre. Et la norme vue au contraire, et c'est ça qui nous intéressait plus, comme l'a dit Thomas, de manière prescriptive. Et là, c'est plus l'anomalie qui vient, c'est l'anormal. Et là, on passe sur un côté d'adjectif qualificatif et quelqu'un qui suit la norme, ou en tout cas la normale vue par rapport à cette norme qui doit être suivie en un instant T. Donc à partir de cette dimension-là, cette dimension vraiment prescriptive de la norme, du canon
et donc ce jugement de valeur par rapport aux corps extrêmes, soit en deçà, soit au-delà de cette norme, on a l'impression, mais c'est un peu ce que j'essaye en regroupant à la fin de l'introduction, on avait un peu si ce n'est trois axes, c'est des axes qui se sont constitués aussi au fur et à mesure de la conception du numéro et de la lecture et des relectures des différents articles. Mais cette dimension des corps hors normes, justement, donc d'abord ces corps qui sont non pas ontologiquement hors norme, mais qui sont toujours pensés par les tenants de la norme comme hors norme, n'appartenant pas à la norme qui doit être, qui est prescriptive et qui doit être celle qui doit être suivie. Et là, on en avait quelques-uns, j'ai renoté, mais c'est des corps qui, en fait, même pas n'appartiennent pas, c'est souvent n'appartiennent plus. La dimension temporelle est importante, ils n'appartiennent plus parce que ils ont subi des violences, et là on a un entretien, un grand débat qui avait été organisé sur la question des corps meurtris comme corps extrêmes, c'est-à-dire ces corps qui subissent la violence et qui, à partir du moment où ils ont subi cette violence, justement n'appartiennent plus à la norme. On va faire défiler des images, mais par exemple, et c'est intéressant parce que c'est un débat qu'on a mené bien avant le fait le prix Nobel de la paix de cette année, qui a été donné justement à cette association et c'est pas des anciens combattants, c'est des survivants aux bombes atomiques japonaises. Et justement, cette question, parmi ces corps meurtris, il y avait ces corps de japonaises ou de japonais qui avaient subi les radiations, qui avaient encore des traces. Alors là, c'est des traces de vêtements qui se sont imprégnés dans la peau. Donc il y a des corps meurtris qui ont subi une violence et des corps auxquels, ou en tout cas qui sont considérés comme manquants par rapport à une norme qui est le corps sain et le corps fonctionnel. Et là, cette question évidemment du corps âgé et du corps handicapé se posait parce que justement il y a toujours un manque, par rapport à cette norme de fonctionnalité du corps. Et d'ailleurs, pour refaire un lien avec les Jeux Olympiques, on s'était dit avec Thomas quand on a réfléchi à faire une petite introduction pour le débat, en tout cas la discussion qu'il y a eu sur art et handicap. On s'est bien rendu compte cet été aux Jeux paralympiques que finalement les corps handicapés ne pouvaient pas être des corps normaux. C'était obligatoirement des corps extrêmes, soit parce qu'il leur manquait quelque chose, ou en tout cas ils étaient en deçà de la norme telle qu'on pouvait l'attendre, ou soit au contraire parce que pour être visibilisés, ils devaient être au-delà de la norme, c'est-à-dire apporter des médailles, faire des exploits. Et ils n'avaient pas le droit à la banalité, à la normalité du corps. Donc il y avait cette question des corps hors normes. Il y avait deux autres axes, je vais aller plus rapidement, mais la question des corps poussés à la limite, là pose la question tout simplement de qu'est-ce qu'un corps, et pose la question de l'hybridité, des transformations corporelles, du genre, de l'espèce, voire de l'humanité, l'appartenance d'un corps à ce qui fait un corps normal. Et le troisième axe qui s'est posé, c'était la question de façonner des corps modèles, qui sont là des corps extrêmes, qui poussent et surperforment une norme qui est établie, qui est souvent d'ailleurs une norme qui prend racine dans des modèles antiques et classiques, et qui et donc on peut penser là aux questions de bodybuilding, qui deviennent des corps extrêmes et qui tombent d'ailleurs dans la catégorie à la fin des corps hors normes, ou évidemment la question des corps fascistes, qui sont érigés en corps modèles en suivant les anciennes normes finalement. Peut-être je peux rajouter un mot aussi, c'est pas vraiment un axe, mais en tout cas dans plusieurs des articles du numéro et des débats aussi, il y a des enjeux politiques qui reviennent assez souvent. Tu parlais du débat sur les victimes de conflits. Donc là, c'est vraiment dans des cadres liés à la guerre. Il y a des questions de racisme qui interviennent aussi dans les représentations des corps. Il y a aussi la question du handicap dans la société, donc qui pose aussi les questions de choix politiques, de accorder ou pas une place à ces corps.
Il y a aussi, donc tu disais, un article sur les corps fascistes. Donc là, évidemment, le thème politique, il est central, puisque c'est une façon d'interroger le corps à partir d'idéologie. Et donc, du coup, la norme et les représentations reflètent ou dépendent de cette idéologie fasciste. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et puis il y a aussi, je dirais, des formes de politique qui sont moins directement liées à des formes de gouvernement, mais à des enjeux comme par exemple les enjeux féministes, notamment avec un article sur des artistes contemporaines qui ont vu leur corps être atteints par la maladie et donc qui en ont fait non seulement leur œuvre, le sujet de leur œuvre, mais qui en ont fait aussi un enjeu de réflexion et de positionnement politique sur justement l'intimité du corps comme quelque chose qui fait partie de la société et sur laquelle la société doit réfléchir. Merci beaucoup. Enfin, ça donne envie de lire tous ces articles avec grande attention. Et peut-être pour finir, avant de passer la parole à Eléa et à Marine, nous parler un peu de ce premier numéro et des nouveautés qu'il a pu instaurer, du travail que vous avez mené pour renouveler un peu la maquette. Alors, soit dans des choses que l'on ne voit pas à la fin dans la revue, c'est-à-dire la mise en place de ces débats en public à l'INHA, ou la nouvelle rubrique Regard sur une collection. Voilà, je ne sais pas si vous nous en dire quelques mots. Oui, alors effectivement, ce qu'on a essayé de faire pour ce numéro, c'est quelque chose d'une part qui existait déjà dans la revue, mais qui avait été un petit peu mis de côté, c'est-à-dire des débats en public. Donc effectivement, il y a eu une journée avec 2 débats et l'entretien avec Jean-Marc Hutterel qui s'est déroulé ici à l'INHA, auquel peut-être certaines et certains d'entre vous ont assisté. Donc ça, c'était important pour nous pour essayer de justement faire vivre ces débats par des discussions en direct et qui étaient du coup plus spontanées, même si elles avaient été bien préparées à l'avance parce qu'on s'était déjà entretenu avec les participantes et les participants à ces débats. Donc c'était quelque chose qu'on a expérimenté pour, disons, la première fois, en tout cas, avec moi en tant que rédacteur en chef pour ce numéro-là. Et ensuite, il y a un gros travail de retranscription et d'édition de ces débats pour justement que tout ce qui est un peu flottant dans le flux de la conversation devienne plus net et s'appuie sur des références précises, etc. Donc, ce qui fait que à la fin, la lecture de ces débats est à la fois assez agréable parce qu'on sent la vivacité de la conversation et en même temps, elle est utile pour recueillir des informations, des idées précises avec beaucoup d'exemples d'artistes et de références qui sont citées. Et puis, par contre, la vraie nouveauté là, qui n'existait pas avant, c'est donc cette rubrique Regard sur une collection qui est une collaboration avec les collègues de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. Et donc là, il s'agissait en fait de faire une invitation aux chargés des collections de la bibliothèque pour aller piocher des images de cette très riche collection qui émane notamment du fonds Jacques Doucet, mais pas seulement, des images en relation avec le thème qui permettaient de l'éclairer d'une autre manière, complémentaire avec ce que les articles et les débats proposent. Et en essayant de justement aller chercher des images un peu rares, parfois qui n'étaient pas du tout numérisées. Et donc on a comme ça réussi à collaborer avec les collègues de la bibliothèque pour faire ressortir des images inédites ou des images déjà connues, mais là qui étaient présentées exprès pour faire ce portfolio. Et donc ça c'est une nouveauté, une réussite de ce numéro, il nous semble, parce que ça permet justement de donner un autre rythme
à une intervention collective avec des images elles-mêmes très variées qui sont des œuvres originales, donc qui peuvent être comme ça des estampes de Anton Pruner. Ça peut être aussi des dessins de l'historien de l'art André Chastel qui dessinait ses rêves, et donc avec des images un peu surréalistes, très étranges. Voilà, donc il y a tout un choix d'images qui ont été sélectionnées, dont Eléa va présenter une en particulier. Peut-être pour ajouter à ce que Thomas vient de dire, les débats en public continuent pour chaque numéro, et donc les prochains auront lieu en février pour la revue Anachronisme. C'est ça, donc toutes les pour le numéro Anachronisme, pardon, donc toutes les informations seront sur le site de l'INHA si ça vous intéresse de venir écouter cette nouvelle série de débats. Donc peut-être je vais vous laisser dire merci et inviter Eléa et Marine à venir. Désolée pour ces 30 secondes de réorganisation. Fabien, tu peux rester là. Merci. Oui, puisqu'on parlait du coup de ce portfolio regard sur une collection, peut-être vous commenter quelques images donc j'avais proposé dans ce cadre-là. Donc Matrice, donc c'est un ensemble en fait d'œuvres d'Anton Pruner, sculpteur, graveur, dont là on associe à la fois la matrice et des épreuves préparatoires. Peut-être commencer par introduire en quelques mots Anton Pruner, qui est un artiste assez méconnu en France, artiste d'origine hongroise, qui est né Anna Pruner et qui a pris l'identité masculine d'Anton Pruner en arrivant en France dans les années 1930. Artiste assez curieux de beaucoup d'expérimentation technique et qui découvre l'art de la gravure au sein de l'atelier 17, donc atelier ouvert par Stanley William Hayter, une sorte de foyer cosmopolite qui a participé au renouveau des techniques de l'estampe dans la seconde moitié du XXe siècle. Et en apprenant donc ces techniques auprès de Hayter, Anton Pruner va plutôt se tourner vers la réalisation de recueils avec des textes écrits par lui-même et illustrés par ses propres œuvres. Ce qui est le cas donc dans cet ouvrage qui reste le plus célèbre d'Anton Pruner, donc La femme tondue, publié en 1946 avec un texte évidemment d'actualité après toutes les tontes publiques de femmes dans le contexte de la libération, et une série donc d'estampes, d'esthétiques donc très très oniriques, donc qui mêlent vraiment plusieurs registres. C'était ce qui était intéressant aussi dans la manière dont cette œuvre-là pouvait entrer en relation avec les corps extrêmes, puisqu'il y a à la fois c'est ce corps hybride, en fait, une sorte d'esthétique très surréalisante d'Anton Pruner, donc un corps à multiples figures qui se transforme au fur et à mesure de la série d'estampes. C'est aussi un corps morcelé, fragmenté, donc avec toute cette esthétique aussi du fragment, justement, où on voit la plupart du temps seulement un buste, les bras aussi, où toute l'expressivité en fait du corps est concentrée seulement dans les quelques membres d'un corps qui a plutôt des attributs féminins. Et aussi la dimension politique justement de ce corps morcelé, puisque dans cette série de 8 estampes, c'est le même élément qui manque en permanence, c'est le visage, la tête donc de ces femmes qui, voilà exactement, qui donc on imagine donc cette résonance avec le contexte politique, en perdant justement leur dignité, justement perdent le centre aussi de ce qui les représente, donc le visage, la figure. Donc il y avait plusieurs manières en fait de pouvoir illustrer justement différentes thématiques du corps extrême.
C'était aussi une acquisition assez récente de l'INHA, donc ça a été, c'est une chance aussi pour nous de pouvoir les valoriser de cette manière-là. Une première partie en fait avait été achetée, donc l'ensemble des estampes à l'occasion d'une première vente, et on a pu compléter ensuite avec les matrices. Et ce qui est intéressant aussi pour justement documenter la manière dont l'artiste a travaillé la gravure, et ce qui nous permet justement d'avoir cette image complète du processus de gravure, voilà. Et de renseigner aussi un travail assez peu connu qui est celui d'Anton Priner. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Marine Nedelec. J'introduis juste l'entretien qu'on a mené, parce que quand on a beaucoup travaillé ensemble cette année, notamment pour le festival, pour le thème du sport du festival. Et évidemment, quand on pense à des corps extrêmes, des choses comme ça viennent assez rapidement en tête. Et donc, on a eu envie de discuter bodybuilding. Et donc, je vais te laisser en parler un peu. Merci beaucoup Fabien. Bonjour à tous et à toutes. Merci Fabien du coup pour cet entretien et ton précieux travail. Alors l'idée de cet entretien, c'était du coup de proposer un corpus un peu d'œuvres inédites autour du bodybuilding et des œuvres en fait contemporaines, parce qu'en fait il y a toute une partie qui a quand même été traitée dans le bodybuilding, notamment autour de la culture visuelle qu'on verra plus tard avec Thierry Loger notamment. Et donc moi je voulais montrer vraiment ces œuvres contemporaines et les rattacher à des lectures anthropologiques, sociales, historiques, économiques du bodybuilding. Alors voilà, donc en gros un des premiers constats quand je me suis penchée dans mes recherches sportives, parce que moi je viens plutôt donc du coup des recherches autour de la boxe, c'était en fait qu'il n'y avait pas tant d'artistes que ça contemporains qui avaient traité du bodybuilding. Alors on a Valérie Belin évidemment en tête, mais on n'a pas 10 000 autres exemples, alors que par exemple pour la boxe, il y a un corpus extrêmement dense et extrêmement riche. Alors on a bien évidemment Gromer, Picabia, etc. en début de siècle, si on étend ça à la musculation. Mais voilà, rien de comparable à la boxe. Alors, je mettrai quand même deux nuances à cela, parce que dans mon travail, manque quand même quelque chose, c'est que je suis moins allée chercher du côté des États-Unis, et qu'en fait, le bodybuilding, comme le montre d'ailleurs la terminologie bodybuilding qui s'est imposée en fait dans la dernière moitié du XXe siècle, avant au début du siècle, quant au passage du XIXe au XXe, on parle plutôt de culture physique. Et d'ailleurs, Sando, Desbonnet, etc. parlent de culture physique. Et cette domination géographique des États-Unis, c'est vraiment imposé pour moi à partir des années 70-80. Voilà. Alors ça, c'est des travaux qui seront encore à faire. Et ensuite, je pense que cette absence un peu dans l'art ne concerne pas la culture visuelle, parce qu'alors là, du côté de la culture visuelle, le champ est énorme, et beaucoup plus même que la boxe. Je pense que là, ça va impacter en fait ce sport au niveau notamment des catégories de poids, des façons de voir le corps, etc. Et il paraît logique, du coup, que dans la culture visuelle, le bodybuilding soit extrêmement fort, puisqu'en fait, le but même en fait du bodybuilding, c'est un but esthétique. Et donc, tous les bodybuilders vont se prendre, et les coachs également, vont se prendre pour des sculpteurs, et également, s'enfantant eux-mêmes, donc se générant mi-créature, mi-humain et mi-œuvre d'art. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment retrouver dès la fin du 19e, au début du 20e. Alors, on n'a pas mis, mais il y a des images de Gene Sando, par exemple, se posant comme Hercule ou comme statue antique. Et donc, la grande référence, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est l'Antiquité, évidemment. Et ça va donc de Sando et de Desbonnet qui posent en statue à l'entertainment américain de type 300, gladiateur, où on voit en fait les Spartiates, etc. Et c'est d'ailleurs cette préoccupation formelle qui va préoccuper donc certains photographes plasticiens de type Valérie Belin, qui vont vraiment s'intéresser à cette dimension sculpturale du corps et notamment du muscle mis en avant ici par le teint qui est utilisé par les bodybuilders. Alors le but donc de cet entretien, c'était d'ouvrir donc à des artistes contemporains et de fonctionner de façon assez transversale, d'intégrer en fait ces œuvres dans des lectures du bodybuilding. En fait, ils sont assez nombreux, les chercheurs, à s'être intéressés du bodybuilding comme une sorte de problématique évidemment sociétale, puisqu'il y a quand même un essor de toutes ces pratiques autour du fitness qui a pris en fait de plus en plus d'ampleur ces dernières années.
Et notamment, moi, ce qui m'intéressait, c'était de les réintégrer dans une lecture anthropologique proposée notamment par Jean-Jacques Courtine, qui voyait le bodybuilding comme une réponse aux crises, notamment la guerre, 14-18, les crises économiques, le chômage. Muscle Beach, ça commence avec le chômage de masse de la fin des années 20, des années 30 aux États-Unis. Et donc de revoir un peu toute cette lecture, intégrer Schwarzenegger et compagnie, intégrer également le muscle dans cette lecture économique avec Guillaume Valette, en fait, qui est indissociable du capitalisme et aujourd'hui de la recherche du corps performance qu'on peut ici voir, et qui va évidemment dans ses extrémités, et c'est intéressant du côté du corps extrême, on le voit bien aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on nous demande, enfin on demande pour une performance et une performativité, notamment dans le monde de l'entreprise, d'avoir du muscle, mais quand même pas trop. Et de ce côté-là, ça va tirer, si on va dans l'extrémité, du côté de la pathologie, et d'avoir des lectures du coup psychologiques, notamment, il y en a pas mal qui voyaient aussi le bodybuilding comme un TOC, dont le trouble serait de se laver les mains et de se regarder en permanence dans le miroir. Et donc de ce côté-là, on va du côté des lectures de Narcisse, de Sisyphe, etc. Donc c'était d'intégrer en fait ces œuvres-là, parce qu'on retrouve en fait chez les artistes évidemment des points critiques du bodybuilding et surtout des démesures totales du muscle. Et donc ça, on va le voir chez No One Football Club, chez Olivier Dollinger, etc. C'est tous les excès en fait que ça peut générer. Et une deuxième et dernière partie, enfin je m'arrêterai là-dessus, c'était aussi d'interroger à travers ces stéréotypes ce que le muscle en fait pouvait montrer des genres et des troubles dans le genre, et notamment quand les femmes s'emparaient du bodybuilding, donc commencer une généalogie en fait des femmes fortes qui étaient dans le cirque, dans les spectacles, en fait dans le monde du spectacle à la fin du 19e, au début du 20e siècle. En fait, elles sont extrêmement plus nombreuses. Alors c'est 19e, mais après la carrière d'Athleta qui est dans les années 1880. Et il y a une multiplication en fait de ces femmes fortes qui vont jouer justement sur ces stéréotypes de masculin, féminin, évidemment de genre, et en s'emparant du muscle qui justement est complètement assigné au masculin, à la virilité, notamment guerrière, et donc qu'elles vont performer en reprenant également, en jouant de ces stéréotypes féminins. Voilà. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir les nouvelles assignations que ça générait, notamment dans des ouvrages comme chez Desbonnets, où les femmes sont même musclées, sont rattachées quand même à des assignations maritales, maternelles, etc. Et puis aussi dans les années 1980, ce qu'on retrouve chez Lisa Lyon, avec l'image de la femme sexy et musclée, etc. Et voilà, et également la dernière partie montrait comment en fait l'iconographie gay et la culture gay aussi s'emparaient du muscle, et que ça allait poser de la même façon en fait d'interroger les assignations de genre, et qu'on peut voir à la fois comme une subversion, à la fois aussi comme une interrogation, mais aussi peut-être comme une reproduction et un renforcement de ces stéréotypes. Et enfin, je conclurai avec cela sur la question de l'idéal transhumaniste du bodybuilding, notamment comme dépassement des genres et de l'humain, et dans ses extrémités, évidemment, comme une sorte de lutte contre la mort, et finalement, donc, qui dépasse complètement l'idée même de l'humanité, et qui va lier avec un corps machine qu'on peut aussi retrouver dans l'idée de la sculpture, parce qu'en fait ça fait toute une référence, ça pareil, au côté du bronze. Donc on va vraiment avoir un corps mécanique qui est vraiment le fils en fait de la révolution industrielle. Voilà. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues nous parler du travail que vous avez pu mener pour la revue. Si vous souhaitez feuilleter le numéro de la revue, Katia est là avec quelques numéros, quelques exemplaires. Et je vous donne aussi rendez-vous le jeudi 9 janvier pour notre première séance de la rentrée, qui sera autour de l'exposition L'âge atomique, en discussion avec Maria Stavrinaki et Julia Garimord du Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Et je voulais aussi profiter de cette dernière séance de l'année 2024 pour remercier toutes les équipes de l'INHA avec qui on travaille chaque semaine depuis le mois d'octobre, le service des moyens techniques, le service de la communication et celui des manifestations, et aussi remercier mes collègues qui se prêtent au jeu de semaine en semaine, et notamment donc Eléa et Thomas ce soir, mais aussi Hilaria Andréoli et Louisa Torres, qui sont venus parler de leur projet, modérer. Donc merci encore, merci à vous d'être là. Bonne soirée. Merci.